Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 9 avril 2026 et notre cher ami, notre frère Pepe Escobar est avec nous. Bienvenue Pepe. Toujours un plaisir d'être avec toi, Nima, et avec notre public. Salutations depuis l'Asie du Sud-Est bouddhiste. Il est encore tôt, il n'est que 10 heures du soir. Nous avons une longue nuit devant nous. Pepe, commençons par le cessez-le-feu de 2 semaines et les négociations qui vont avoir lieu. Je veux connaître ta compréhension de ce qui s'est passé jusqu'à présent. Eh bien, c'est extrêmement compliqué, car la situation a commencé à se dégrader dès la minute qui a suivi l'annonce du cessez-le-feu. En fait, il a volé en éclats dans les 10 premières heures, et pratiquement tout le monde, sur l'ensemble du spectre, était convaincu qu'il était mort. Mais ensuite, d'hier à aujourd'hui, il a d'une certaine manière ressuscité. Très, très important. Encore une fois, le rôle d'un intermédiaire. Dans ma dernière chronique, j'ai parlé en détail du rôle du Pakistan, non pas comme médiateur ou architecte du cessez-le-feu, mais comme messager, comme intermédiaire. Il faisait passer des messages d'un côté à l'autre, et cela a apparemment conduit à d'énormes malentendus. Le principal problème concerne la version en anglais du plan iranien en 10 points que les Américains ont reçu. Apparemment, la version originale en farsi est assez différente de la version en anglais que les Américains ont reçue. Mais en supposant que les gens à la Maison-Blanche sachent lire, ce n'est pas garanti. Nous savons que le babouin de la barbarie ne lit rien, mais il a des sbires qui lisent pour lui. Ils auraient pu aller sur X, c'était publié là-bas pendant des jours, le plan iranien en 10 points en anglais. Très très simple. Et c'était exactement la première version traduite en anglais et disponible sur X pour que tout le monde puisse la lire. Donc l'accusation selon laquelle le Pakistan aurait pu interférer et transmettre une version erronée ou mal traduite aux États-Unis ne tient pas. Nous savons que la Maison-Blanche ment tout le temps. Et en plus de cela, ils ont commencé à mentir immédiatement après le cessez-le-feu. Apparemment, ils ont commencé à mentir à propos du Liban. Le Premier ministre Sharif a de nouveau publié sur X, en anglais, un message affirmant que le Liban était inclus. Tout le monde peut le vérifier sur X. Mais les Américains ont immédiatement commencé à dire « Non, le Liban n'est pas inclus ». Et la stupide porte-parole blonde de la Maison-Blanche a déclaré « Non, ce n'est pas inclus ». En plus de cela, elle a ajouté « Ah non, et le plan en 10 points est absolument ridicule, etc. » Nous l'avons jeté à la poubelle. Ainsi, la Maison-Blanche détruisait déjà quelque chose sur lequel elle était théoriquement tombée d'accord auparavant. Typique de la Maison-Blanche, non? Une fois encore, le Pakistan a agi comme médiateur. Entre hier et aujourd'hui, les Pakistanais ont de nouveau promis à Téhéran. Écoutez, les Américains nous ont dit qu'ils allaient contenir le criminel de guerre génocidaire à Tel Aviv. Après, bien sûr, il s'était lancé dans une véritable folie meurtrière à travers tout le Liban, tuant des gens non seulement à Beyrouth, mais partout ailleurs. Quelque chose d'absolument horrible, à la manière de Gaza. Et l'Iran était prêt à réagir. Vraiment, une autoroute vers l'enfer. Donc nous étions là, grâce encore une fois aux Pakistanais, en train de dire « D'accord, nous vous faisons confiance », probablement pour la dernière fois. Nous allons envoyer notre délégation à Islamabad. Il devrait probablement arriver ce soir à Islamabad. Je sais où il loge, j'y ai séjourné, Nima. Le Serena Hotel à Islamabad. C'est un hôtel magnifique. Au fait, ils ont expulsé tout le monde. Maintenant, c'est une forteresse, car les 2 délégations vont s'y trouver. Mais Vance sera à l'ambassade américaine à Islamabad, avec tout le dispositif de guerre autour de l'ambassade.
typique. Eh bien, le fond de tout cela. Du côté iranien, nous aurons Arakchi et Kalibaf. C'est prévisible. Ils mènent ces négociations, les allers-retours, y compris ceux menés en coulisses. Et du côté américain, nous aurons J.D. Vance, James David Vance. J'en parlais avec toi, Nima, avant que nous soyons à l'antenne, en réfléchissant clairement à son héritage et à la construction de son avenir en tant que candidat à la présidence, bien sûr. Il adorerait se présenter comme l'homme d'État qui a apporté la paix, quelle qu'en soit la définition, entre les États-Unis et l'Iran. Mais nous avons aussi Dumb et Dumber à la table, Witkoff et Kushner. Tu sais, il est absolument impossible, à brûle-pourpoint, de trouver une métaphore pour expliquer la patience taoïste des Iraniens, une fois de plus assis à la table avec ces deux idiots qui n'apportent strictement rien, ni expertise, ni compétences diplomatiques, ni raisonnement, rien. Mais c'est la délégation officiellement désignée par la Maison-Blanche. Donc la véritable négociation se fera entre Vance et Kalibaf. Il n'y a aucun doute là-dessus. Que peuvent-ils bien accomplir si l'on compare les 10 points iraniens et les 15 points américains? Les deux parties connaissent parfaitement, point par point, la position de l'autre. Et comme nous le savons tous, et notre public aussi, tout est absolument incompatible. Alors, comment combler cet écart? D'accord, cela pourrait durer un week-end, peut-être quelques jours de plus, mais au bout de quelques jours, ce serait pratiquement impossible. L'Iran négocie-t-il en position de force? J'aimerais te poser la question, Nima, après avoir terminé ici. Comment vois-tu les choses? Je dirais que, pour le moment, la situation est assez trouble et floue. Ils n'avaient pas besoin d'un cessez-le-feu. Désormais, l'Iran a l'initiative sur tous les fronts, surtout sur le plus important, le détroit d'Ormuz, le véritable facteur décisif. Donc ils n'ont pas besoin d'un cessez-le-feu. Ils commençaient, je dirais, à intensifier la prochaine phase de la stratégie en mosaïque décentralisée en utilisant leurs derniers missiles, sachant qu'Israël est pratiquement à court d'intercepteurs. À partir de maintenant, ils peuvent bombarder Israël comme ils le souhaitent. Alors pourquoi l'Empire du Chaos et le syndicat absent ont-ils besoin d'un cessez-le-feu? Pour se redéployer. C'est une pause opérationnelle. Il faut envisager cela sous l'angle opérationnel, l'angle militaire opérationnel, bien plus que sous l'angle géopolitique. Ce qu'ils peuvent faire en 2 semaines, pas grand-chose, mais quelque chose déjà en cours, c'est prépositionner tous les moyens dont ils disposent, y compris 50 000 soldats, pour tenter une nouvelle fois une mini-invasion terrestre quelque part dans le golfe Persique, l'île de Keshm, quoi que ce soit, ou Karg, qui reste encore loin. Mais il y a cette obsession américaine selon laquelle, s'ils prennent Karg, ils coupent les exportations de pétrole iranien. Ainsi, pour le moment, la situation, du point de vue du cessez-le-feu, favorise ce redéploiement et cette pause américaine. Les Iraniens, comme tu le sais, Nima, en sont parfaitement conscients. Et lorsqu'ils disent qu'ils ont le doigt sur la gâchette, oui, ils savent que tout cela peut redémarrer à tout moment. Et ils sont prêts. Et bien sûr, ils redéploient également leurs forces et réorganisent la mosaïque décentralisée. Mais il y a quelque chose que je n'ai pas pu confirmer. Et c'est un développement très inquiétant si c'est vrai. Il est absolument impossible de le confirmer auprès des Chinois. Et évidemment, les sources militaires iraniennes ne vont pas fournir cette information. Apparemment, 3 cargaisons en provenance de Chine ont atterri à Téhéran entre hier et aujourd'hui. 3 énormes avions cargo, probablement chargés de matériel militaire lourd à destination de l'Iran. Il est possible que l'Iran ait manqué de munitions essentielles et que les Chinois apportent leur aide. Nous n'en savons rien. Il n'y a aucun moyen de le confirmer. Mais cela expliquerait pourquoi la Chine, à la dernière minute, a influencé l'Iran pour qu'il accepte le cessez-le-feu. Car jusqu'à la toute dernière minute,
l'Iran était enclin à ne pas l'accepter. D'accord, qu'est-ce qu'on va en tirer? Après tout ce va-et-vient absolument fou à travers le monde musulman, WhatsApp, appels téléphoniques, conversations qui durent des heures, voire plus d'une journée, les Chinois, à la dernière minute, ont dit à l'Iran « D'accord, prends-le ». Il y a beaucoup d'acteurs, en fait, intercontinentaux, qui apprécieront que vous négociez. Donc, en termes d'augmentation de votre capital politique, c'est une bonne chose. On te soutient, c'est ce que les Chinois disent à l'Iran, selon notre interprétation. Mais on ne sait pas vraiment jusqu'où va le soutien de la Chine à l'Iran. Et étant donné que ces décisions, Nima, à Pékin, sont très opaques, on ne sait jamais vraiment comment elles sont prises. You never know how they take these decisions. And especially for us foreigners, it's off limits. Et surtout pour nous, les étrangers, c'est interdit. Il nous est impossible de savoir. Donc, en tenant compte de nos contacts, ou vous savez, des analystes avec qui nous parlons, nous pouvons nous faire une idée. Mais de nombreux éléments laissent penser que la Chine a dit à l'Iran « Asseyez-vous et discutez », tout en se coordonnant militairement avec lui. En même temps, en ce qui concerne le détroit d'Ormuz, jusqu'à il y a 1 ou 2 jours, le détroit était de nouveau fermé et n'était ouvert qu'à quelques navires par jour. Les navires chinois, eux, n'avaient aucun problème. Et point très important pour la Chine, ce poste de péage est exploité en yuan, avec paiement via le CPES, le système chinois de paiement international. C'est le début du pétro-yuan, en quelque sorte, qui prend forme. Donc, du point de vue chinois, la situation est stable et elle ne va pas changer. Ce qui pourrait changer, c'est si les grandes puissances acceptent officiellement que le détroit d'Ormuz soit désormais géré par l'Iran et se soumettent à ses règles. Alors, il y aura une ruée de nations à travers le monde qui suivront le mouvement. Et devinez qui est en première ligne? La Corée du Sud. Elle a envoyé un émissaire spécial en Iran, probablement pour discuter du passage des pétroliers à destination de la Corée du Sud. Et bien sûr, elle se conformera aux nouvelles règles. Donc, si la Corée du Sud accepte officiellement ces règles, c'est fini. Tout le monde suivra. L'Iran joue aussi sur ce terrain, car il sait qu'un détroit d'Ormuz fermé, ou même presque fermé, signifie que l'Asie saigne. Littéralement. Donc, les deuxièmes victimes ne sont pas les États-Unis, ce sont l'Europe et l'Asie. Et évidemment, les nations asiatiques se mobilisent, surtout la Corée du Sud, bien plus que le Japon. Le Japon est un cas extrêmement complexe, et c'est un vassal américain. La Corée du Sud dispose de plus de marge de manœuvre. Voilà où nous en sommes pour le moment. La manière dont tout cela est interconnecté est extrêmement complexe, et l'Iran doit jongler avec toutes ces variables. En même temps, comme l'Iran a désormais un statut différent à l'échelle mondiale, il commence à être perçu comme, je ne dirais pas une grande puissance, mais une puissance émergente sur la scène mondiale. Ils doivent gérer ce nouveau capital politique. Voilà. C'est donc une situation très inconfortable que de s'asseoir à la même table que ces génocidaires pour un cessez-le-feu qui profite surtout aux États-Unis. Nous allons voir, nous allons observer le ton et la dynamique du premier jour des négociations, voir où cela mène, ou si tout s'effondre immédiatement. Tous les scénarios sont possibles. Mais je pense que pour la plupart d'entre nous, l'élément le plus important dans l'ensemble, c'est la complexité de l'échiquier que l'Iran doit manœuvrer, et il ne peut pas commettre la moindre erreur. C'est à quel point la situation est difficile, n'est-ce pas? Bon, Nima, je te pose maintenant pratiquement la même question. Comment vois-tu les avantages et les inconvénients pour l'Iran de s'asseoir à la même table à Islamabad, convaincu par les Pakistanais qu'il y aura une sorte de dialogue constructif avec les Américains? Et bien sûr qu'il n'y aura pas d'ingérence du culte du bureau.
Je pense que les 3 cargaisons que tu as mentionnées sont essentiellement liées à l'aspect défensif des opérations militaires de l'Iran, aux capacités défensives du pays, car, en matière d'offensive, il ne manque de rien. Mais il semble que, grâce à une sorte de négociation en coulisses, le gouvernement chinois ait convaincu l'Iran qu'il pouvait réaliser des améliorations en peu de temps. Si les discussions échouent, ils peuvent toujours renforcer leurs capacités dans les domaines défensifs. Guerre électronique, modernisation du système de défense aérienne, ce genre de choses. Je pense que c'était tout l'objectif. Essayons de négocier avec les États-Unis. Accordons 2 semaines à une sorte de cessez-le-feu et voyons ce qui se passe. D'un autre côté, l'Iran est en communication avec le gouvernement pakistanais. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, Pépé. Ce qui a été convenu jusqu'à présent, c'est un plan en 10 points. Si je ne me trompe pas, il y a 4 jours, l'Iran a présenté ses plans. Cela a été réitéré. Ce n'était pas seulement il y a 4 jours. Il parle de ces 10 points depuis bien plus longtemps. Mais ce qui se passe maintenant, c'est un changement radical de la part de l'administration Trump également, après ce raid manqué sur le sol iranien, dans la partie sud d'Ispahan. Parce que cela leur a donné une certaine compréhension de ce à quoi ressemblerait une invasion terrestre de l'Iran. Quelle serait la réaction de l'Iran? Quelles sont les capacités de l'armée iranienne sur le terrain? Je pense qu'il y a de nombreux facteurs à prendre en compte. La Chine promettait d'une certaine manière à l'Iran des améliorations de ses capacités défensives. Et l'Iran a vu que cette courte période pouvait influencer ou même améliorer l'ensemble du conflit, leur capacité à soutenir une guerre pendant une si longue durée. D'un autre côté, on voit Donald Trump échouer d'une certaine manière lors de la dernière attaque contre l'Iran. C'était un raid. Ils voulaient faire quelque chose en sous-sol, mais ce fut un énorme échec. Nous allons en apprendre davantage dans un avenir proche, j'espère, sur les pertes de cette opération, car nous n'en avons encore rien entendu. Toute cette histoire d'un pilote secouru en Iran, c'est un mensonge total. Personne ne croirait cela. C'est le calcul du côté iranien. Nous savons que le premier point de ce plan, en 10 points, était que la guerre prendrait fin sur tous les fronts. Ils ne vont pas parler uniquement de l'Iran et des États-Unis. C'est pourquoi le facteur libanais entre maintenant dans l'équation. Car sans le Liban, il n'y a finalement pas de cessez-le-feu. Absolument. Très bien. J'ai une autre question pour vous. Voyez-vous une division au plus haut niveau du gouvernement à Téhéran, en particulier au sein du Conseil suprême de sécurité nationale? Corrigez-moi si je me trompe. Il y a bien 13 membres dans le Conseil suprême de sécurité nationale, n'est-ce pas? Ghalibaf en fait partie. C'est très très important. Mais il y a aussi des personnes proches de l'opposition, que l'on peut qualifier de réformistes, presque du camp de la 5e colonne. Et ils ont été renforcés après que Zarif a publié cet horrible article d'opinion dans Foreign Affairs, qui était en substance un manifeste de reddition. Je l'ai relu il y a quelques jours, puis encore hier, et cela ressemble toujours à un manifeste de reddition. Et évidemment, les Américains ont adoré, car cela leur a donné une ouverture pour commencer à manipuler certaines figures proches de la présidence. Voyez-vous une division réelle ou est-ce simplement superficiel? Non, rien de tel ne se passe au sein de la direction. Quand on parle de Zarif, Jawad Zarif, il ne fait pas partie de la direction. Il se situe en marge du camp réformiste de la politique iranienne. C'est pourquoi ce que Zarif essaie de faire, selon moi, n'a pas une grande importance en matière de politique intérieure. En Occident, on le considère comme s'il était le décideur, mais ce n'est pas le cas. Il peut expliquer comment il perçoit le conflit, comment il imagine sa fin, comment il voit la conclusion de cette guerre.
mais cela n'influence pas nécessairement les véritables décideurs en Iran. Vous avez mentionné Pezeshkian et son équipe. Ils ne se rapprochent pas. Ils sont très liés, très proches de Ghalibaf, le président du Parlement. Tout à fait. And the head of the parliament so much. I would argue they're becoming the same sort of policy. Je dirais qu'ils suivent actuellement le même type de politique. C'est pourquoi je pense que cette attaque a uni tous les partis politiques en Iran. Je parle des personnes influentes, de celles qui comptent dans les centres de décision du pays. Ils sont totalement unis. Il n'y a aucun écart, aucune différence entre eux. On peut parler de politique intérieure. Bien sûr, ils ont leurs divergences à ce sujet. Mais pour l'instant, ce n'est pas la question. En ce moment, il s'agit de politique étrangère, de la manière de tenir tête aux États-Unis. C'est pourquoi ils sont complètement unis, prêts à suivre n'importe quel plan qui sera proposé. Ce sera un plan commun, pas quelque chose de séparé de Ghalibaf et de son équipe, ni différent pour Pezeshkian. Non, ils sont tous sur la même ligne en ce moment, à mon avis. Diriez-vous donc que la décision d'accepter le cessez-le-feu et de se rendre à Islamabad était consensuelle au sein du Conseil national suprême, ou pensez-vous qu'il y a eu beaucoup de tensions avant qu'il n'arrive à une conclusion finale? Et en écoutant la rue, n'est-ce pas, Nima? Parce que la rue iranienne est, je dirais, pratiquement totalement opposée à toute forme d'accommodement avec les Américains. Exactement. Mais ce qui se passe, Pepe, c'est qu'il y a beaucoup de discussions en cours en Iran. Imagine simplement la communication entre l'Iran et la Chine, l'Iran et la Russie, l'Iran et sur le plan intérieur, même une certaine coordination avec la Turquie et j'oserais dire avec le Pakistan. Il se passe beaucoup de choses en coulisses dont nous n'avons pas connaissance. Nous ne savons pas exactement ce qui se trame. Mais je peux confirmer que toute décision liée à cette trêve de 2 semaines a été prise au plus haut niveau du gouvernement iranien. Je parle de la direction, de toutes les personnes impliquées. Ils savent ce qu'ils font. Sans la confirmation du guide suprême de l'Iran, ils ne sont pas capables de faire quoi que ce soit, et les gens doivent le comprendre. Parce que lorsque nous parlons de cela, beaucoup de gens en Occident n'ont tout simplement pas une compréhension complète du fonctionnement du gouvernement iranien. Ils ne savent pas comment il fonctionne. L'administration Trump n'avait aucune idée de ce qui se passait en Iran. C'est pourquoi elle faisait de mauvaises estimations. Elle dépendait principalement d'Israël et du Mossad. Non pas pour être informée, mais pour être trompée, poussée, entraînée dans une nouvelle guerre. C'est pour cela qu'à mon avis, elle échouait. Échouait dans les négociations, dans la guerre, dans tout ce qui concernait l'Iran. Mais après tout, la direction de l'Iran, l'ensemble de la direction, le guide suprême avec les personnes sous son autorité, est uni. Vous savez, lorsqu'il s'oriente vers une décision comme un cessez-le-feu ou des négociations avec les États-Unis, ils prennent tout cela en compte. Et il se peut très bien que ce soit une décision unifiée de leur part. Pensez-vous que cela a été bien expliqué à l'opinion publique iranienne, surtout au cours des 2 derniers jours? Pourquoi allons-nous à Islamabad? D'après ce que vous voyez sur Twitter iranien, où ça explose contre la décision, et dans les médias iraniens, par exemple, Shariat Madari du journal Kayhan, je l'ai interviewé, Nima, il y a une 20aine d'années. Comme vous le savez, c'est un vieux renard. Il est essentiellement contre, par exemple. Et Kayhan est un journal très influent en Iran. And Kayhan is a very influential newspaper in Iran. Et nous devons comprendre, Pepe, que toujours, le rôle de la direction du guide suprême de l'Iran a été de rester au centre de ces mouvements, à gauche comme à droite, et de prendre les bonnes décisions. C'est pourquoi tu sais, quand tu vois Shariat Madari, comme tu l'as mentionné, le directeur du média Kayhan, il est tellement important d'ailleurs.
He's so important, by the way. Oui, oui. When it comes to the right, he's so much influential. En ce qui concerne la droite, il est aussi influent que Zarif l'est pour la gauche. Tu sais, ils sont tous deux influents en Iran, que ce soit à gauche ou à droite. Mais ce qui est important, c'est la décision prise par la direction. La direction laisse toutes ces parties s'exprimer selon leur manière de penser, leur manière de ressentir le conflit. Mais la direction prend ses propres décisions, avec l'ensemble des responsables impliqués dans le gouvernement et au-dessus du gouvernement. Je pense que c'est la réalité de ce qui se passe en Iran. Pepe, as-tu d'autres questions? Do you have any other question? If Maybe later, because Peut-être plus tard, car j'ai été frappé par certaines choses que c'était peut-être l'ambassadeur iranien au Pakistan qui a dit que la délégation iranienne allait se rendre à Islamabad, même en tenant compte d'une opinion publique qui n'est pas vraiment favorable. Eh bien, il l'a reconnu. Et ils n'ont pas le choix, car si l'on suit les discussions en Iran, même depuis l'étranger, il est évident que la grande majorité de l'opinion publique est opposée à toute forme de compromis. Cela devait donc évidemment être pris en compte par le Conseil suprême de sécurité et bien sûr par le dirigeant lui-même. C'est donc un pari très sophistiqué et calculé. Ils pensent pouvoir manœuvrer les Américains à la même table. Il sera très difficile d'obtenir la moindre concession, donc peut-être que leur objectif principal est simplement d'arrêter les bombardements, et ce n'est pas garanti. Exactement. And that's not guaranteed, Zach. basically what Iran is asking for, Pepe. En gros, ce que l'Iran demande, Pepe, les points essentiels, c'est la cessation de la guerre sur tous les fronts. Simplement arrêter cette guerre. Je pense que cela pourrait être obtenu grâce à ces discussions. Je parle du Liban. On ne peut pas laisser le Liban de côté. Ils font partie de ce qui se passe. C'est pourquoi le gouvernement iranien, eh bien, c'est pourquoi c'est le premier point d'ailleurs, dans le plan en 10 points. Au 10e point. En gros, c'est le premier point. Ensuite, il parle d'autres sanctions, plus simples. Je pense qu'au final, ce que nous allons obtenir avec ces négociations, et Donald Trump n'est pas capable, à mon avis, de conclure le moindre accord, après tout, c'est ils ne peuvent pas changer la réalité de ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz. Il restera sous le contrôle du gouvernement iranien. Ils vont compenser le coût de la guerre et la dévastation en Iran parce qu'ils vont facturer, principalement aux pays du CCG, dans le Golfe Persique, les faire payer à cause de la guerre, de la dévastation de la guerre. Ce sera tout. Et je ne vois pas Donald Trump capable de lever les sanctions contre l'Iran. Ils ne le feront pas. Il ne peut pas, parce que c'est le Congrès. Et le Congrès des États-Unis ne lèvera jamais ces sanctions. Elles sont éternelles. Cela va être une sorte de fin du conflit, ou une sorte de cessez-le-feu, on peut le dire ainsi, sans parvenir à un accord majeur entre les deux parties. Mais la réalité, c'est que Donald Trump ne peut pas faire plus que cela. Parce que s'ils reprennent la guerre, cela ne changera pas la situation sur le terrain. Je ne vois rien se produire en sa faveur, même avec une invasion terrestre de l'Iran. Qu'est-ce qu'ils vont accomplir? Cela ne fera qu'entraîner davantage de victimes. Et cela ne changera rien à Hormuz. Cela ne provoquera pas de changement de régime. Exactement. Et ce sera une humiliation énorme, car il y aura beaucoup de sacs mortuaires. Ça va arriver. Ça va arriver. Et les Iraniens savent se battre sur le terrain, Pepe. Ils sont tellement doués. Tellement doués. Je l'ai vu de mes propres yeux. Je ne sais pas exactement. C'est pour ça que je n'aime pas que cela se produise, parce que nous n'avons pas besoin de ce genre de pertes. Nous n'avons pas besoin de ce genre de tuerie sur le champ de bataille, sur le terrain, parce que ça suffit. Les bombardements aériens, tu sais, le récent raid américain sur l'Iran, a montré les capacités de l'Iran, même dans un endroit censé être une attaque surprise d'ailleurs. Mais l'Iran a réussi à répondre aux États-Unis
d'une manière que même Donald Trump lui-même peut comprendre. Il a dû expliquer toute l'opération pendant plus d'une heure. Il n'avait jamais fait une chose pareille. Il suffit de regarder l'histoire. Il expliquait simplement chaque détail. Il faut comprendre ce qui se passe, ce qui s'est passé, que Donald Trump ait dû aller aussi loin pour expliquer ce qui s'est produit pendant l'opération. Et je pense que nous en apprendrons davantage avec le temps. Nous découvrirons quelle était la réalité, plus proche de ce que nous comprenons du raid, et non de l'opération de sauvetage. Ce que Donald Trump essaie de faire en ce moment, c'est de mettre la pression, de remettre la pression sur l'OTAN. Il demande désespérément, comme il a tenté de le négocier avec le CISO, que les pays de l'OTAN envoient des forces au Moyen-Orient, dans le détroit d'Ormuz. Je ne sais pas comment il peut penser que la situation a changé ou que l'Europe changerait d'avis à propos du détroit d'Ormuz. Votre compréhension. Ils sont morts de peur. Tout d'abord, ils n'ont ni les armes ni les forces pour cela. Ensuite, ils sont morts de peur. Troisièmement, l'OTAN est en train de s'effondrer de l'intérieur, tout comme l'UNOMER. C'est la même chose. D'ailleurs, lors de cette visite de ce Néerlandais absolument répugnant à la tête de l'OTAN, on lui a directement posé une question sur l'extermination de la civilisation, et évidemment, il a esquivé la question. Il n'a pas répondu. Il s'est contenté de dire « Je soutiens absolument le président Trump ». Alors, comment devons-nous interpréter cela? Il n'y a pas d'autre interprétation. L'OTAN approuve et soutient essentiellement le génocide. Condones and supports genocide. Not only the genocide in Gaza, we already knew that, but Non seulement le génocide à Gaza, nous le savions déjà, mais aussi cette menace d'exterminer toute une civilisation par le président des États-Unis. Et c'est idiot. Enfin, je ne devrais même pas dire qu'il est idiot, il est bien pire que cela. Je ne peux pas le dire car ce serait censuré. En gros, il dit « Oui, je suis d'accord avec ça ». Voilà donc la position officielle de l'élite européenne sur le génocide de l'autre, au sens de Lévi-Strauss, n'importe où, tant qu'il ne s'agit pas d'Européens. C'est extrêmement inquiétant, car c'est un mélange d'arrogance extrême, d'une vision du monde absolument impitoyable, moralement et spirituellement en faillite, et en même temps de lâcheté. D'accord, vous n'êtes pas d'accord avec le détroit d'Ormuz. okay, you don't agree with the Strait of Hormuz? Okay, go over there with your fleet and try to unblock it. Très bien. Allez-y avec votre flotte et essayez de le débloquer vous-même. Bien sûr que non. Ce sont des lâches. Ils ne le feront jamais. Et sur ce point, au moins, Trump dénonce leur lâcheté. Il a dit « Regardez, vous n'êtes pas content. Vous avez quelques jours pour envoyer une flotte débloquer Hormuz. Est-ce que cela va arriver? Bien sûr que non. Tout le monde sait que cela n'arrivera pas. Ils ne peuvent donc que faire semblant, dans ce mélange d'agressivité et d'extrême lâcheté, et bien sûr, de faillite morale déjà à l'échelle de la Voie lactée. C'est absolument écœurant. Mais c'est bien d'avoir, de temps en temps, ces instantanés d'une clarté cristalline de la psyché de l'Occident collectif. Et c'en était un autre exemple, vous savez. Oui. Tu sais, Pepe, l'autre point qui était tellement intéressant, c'était la panique. Depuis qu'ils ont annoncé le cessez-le-feu, il y a eu de la panique en Israël, dans le Golfe Persique, dans les pays du CCG. Ils paniquaient. Tu as vu ce qui s'est passé. Je pense que la manière dont Israël a attaqué le Liban est née de la panique. Ce n'est pas à cause de... C'est ça. C'est ça. Une rage aveugle. Oui, oui, oui. Absolument exact. Et les Émirats arabes unis. Les Émirats arabes unis, c'est compliqué, Nima. Ils sont en guerre contre l'Iran aux côtés d'Israël. Donc l'Iran devra s'occuper des Émirats arabes unis, je dirais plutôt tôt que tard, d'une manière très très dure. Bien sûr, nous savions tous qu'ils faisaient partie de l'axe sioniste. Nous savions tous que toutes ces promesses d'investissement dans l'économie américaine et tout le reste, nous savions tous que Dubaï et Abu Dhabi sont des extensions de l'empire du chaos et des intérêts du syndicat Epstein. Mais maintenant, ils sont en guerre, de facto, contre l'Iran.
Donc tu sais, ils n'ont même pas commenté ces réunions à Islamabad, ni le cessez-le-feu, où beaucoup de pays musulmans sont impliqués. Nous avons la Turquie, l'Égypte, etc. We have Turkey, Egypt, etc. The UAE, also Saudi Arabia. So how to deal with Arabie Saudi Arabia? Saoudite. And Saudi Arabia is Alors a comment gérer l'Arabie Saoudite? how are Et l'Arabie Saoudite est un membre à part entière des BRICS. Comment la Chine et la Russie vont-elles gérer les Émirats arabes unis en ce moment? Et ils sont en guerre avec un membre à part entière des BRICS, l'Iran. Cela va donc devenir, je dirais, l'une des questions les plus complexes à partir de maintenant. Et l'Iran doit trouver un moyen d'immobiliser les Émirats arabes unis, les immobiliser et les marginaliser. Cela va être très difficile, surtout parce qu'ils ont beaucoup d'argent iranien là-bas, n'est-ce pas, Nima? Eh bien, s'ils promettent vraiment de confisquer les avoirs iraniens à Dubaï, oh, ce sera la goutte d'eau qui fera déborder le vase pour les Émiratis. Ah, vous allez confisquer notre argent? Très bien, attendez un peu. Que va-t-il arriver à votre industrie pétrolière? Okay, just wait what's going to happen to your oil industry. I think they're gonna, if they continue with this sort Je pense que s'ils continuent avec ce genre d'attitude, se rapprocher d'Israël et attaquer l'Iran, ils vont disparaître de la scène au Moyen-Orient. Je ne parle pas du pays, je parle de la direction et des personnes qui ont rejoint le gouvernement omanais. Je pense qu'ils seraient dans une bien meilleure position s'ils rejoignaient Oman, s'ils faisaient partie d'Oman. C'est ce que les chercheurs irakiens, oh, j'adore ces chercheurs irakiens, répètent depuis quelques semaines déjà. Finalement, le seul endroit où ils peuvent aller, c'est retourner à Oman. Exactement. C'est pour ça que, tu sais, nous avions le général Kane, Pepe, lors de ce briefing avec Donald Trump, et la façon dont il décrivait ce qui s'était passé en Iran. Il a dit quelque chose de vraiment important. Il a dit que tout le monde en Iran était armé, avec des fusils, avec des armes de poing, et cela montre à quel point ils ont été, d'une certaine manière, trompés par, je ne sais pas, le Mossad, la CIA, en leur faisant croire que les Iraniens accueilleraient réellement une invasion de leur pays. C'est énorme, Pepe. Of course, but this is Zionist. Bien sûr, mais il s'agit de désinformation sioniste, un domaine dans lequel ils excellent. Ce sont des maîtres de la désinformation. Ils sont très doués pour s'infiltrer, très doués pour cultiver des cinquièmes colonnes. Et voilà. Ensuite, ils sont très performants dans le domaine des relations publiques, vendant cela à des Américains crédules, y compris des politiciens américains crédules, surtout des politiciens américains crédules. C'est ce qu'ils font de mieux. Le problème, c'est lorsqu'ils s'infiltrent réellement. Par exemple, ils ont infiltré le Hezbollah, et je dirais probablement quelques secteurs des gardiens de la révolution islamique. C'est très, très inquiétant. Extrêmement inquiétant. Tu sais quoi? Oui, je pense que tu as raison. Et d'un autre côté, on voit la même chose se produire au sein de Tsahal. Ils ont des espions iraniens dans Tsahal. Et aujourd'hui, on a appris qu'ils en avaient trouvé un autre espion iranien dans les forces de Tsahal. Mais le problème, ou plutôt la différence, c'est que l'Iran ne cherche pas à commettre d'assassinat. En gros, ils veulent trouver quelque chose de stratégique, quelque chose d'important pour leurs opérations contre Israël. Mais du côté israélien, chaque fois qu'ils parviennent à recruter quelqu'un pour espionner pour eux, ils cherchent à localiser les dirigeants, à trouver l'emplacement de personnes à assassiner. Rien d'autre ne se passe au-delà de ça. C'est pourquoi on observe deux attitudes différentes de la part des Iraniens et des Israéliens. Leur politique repose principalement sur les assassinats. D'un autre côté, on voit, même nous avons eu ces documents provenant de Dimona. Tu t'en souviens? Oui, absolument. Ils recherchent des informations privilégiées. Et les Israéliens, eux, se disent simplement « D'accord, on a trouvé ce type, tuons-le. » Voilà. Il n'y a rien de stratégique là-dedans. Absolument. Les approches sont complètement différentes.
Et cela fonctionne parfaitement pour leur propagande. Qu'ils sont capables, qu'ils font ceci ou cela, tu sais, qu'ils assassinent la direction. Même lors du briefing d'hier, Pete Hegseth mentionnait « Nous avons détruit une grande partie de la direction en Iran, ainsi que du matériel, ainsi que leur armée. » C'est une sorte de machine de propagande pour les médias grand public. Et l'Iran n'a pas besoin de cela, car il n'a pas de domination sur les médias grand public. Exactly. Yeah. Another yes. Exactement, oui. Very quick one. Une autre question. As you Allez-y si vous me le permettez. Une très rapide. that Iran D'après vous, diriez-vous que l'Iran n'attaque pas Israël directement avec autant de force qu'il le pourrait? as C'est comme s'il se retenait un peu et qu'à un stade ultérieur, il pourrait frapper pour de bon. Mais pour le moment, c'est juste que, comparé à la quantité de destruction qu'ils ont causée aux bases militaires américaines et à de nombreuses installations dans le Golfe Persique. Donc, quand on compare cela aux frappes directes contre Israël, je dirais qu'il y a un élément de suspicion. Ça pourrait être bien plus sévère que ça. I would say there's an element of suspicion. It could be much harder than that. Absolument. Parce qu'ils essayent d'être mesurés dans leur manière de répondre à Israël. Ils ne veulent pas aller à 100% contre Israël. Ils ne veulent pas tout révéler. C'est pour cela qu'ils répètent « Nous avons des surprises ». Si l'escalade continue, ces surprises arriveront. Ils savent de quoi ils parlent, mais ils ne veulent pas encore les utiliser. Ils ne veulent pas les dévoiler, car cela révélerait tout ce qu'ils possèdent. C'est une réflexion stratégique. On ne va pas se désarmer soi-même avant d'utiliser ses atouts. C'est la réalité. Parce que dans une partie de l'attaque contre Dimona, tu sais, ils ont simplement visé Dimona pour montrer quelque chose aux Israéliens. C'était une manifestation, non? Ils peuvent atteindre la cible. Ils peuvent toucher tout ce qui se trouve en Israël. Vous savez, il y a beaucoup de surprises de la part de l'armée iranienne si cela continue, car ils en parlent depuis un moment. Ils ont été honnêtes à ce sujet. Tout ce qu'ils ont dit, ils le pensaient et ils s'en sont servis. Donc je n'ai aucun doute qu'ils ont beaucoup de choses dans leur arsenal à utiliser contre Israël et contre toute agression américaine si la guerre se poursuit. Et d'une certaine manière, il me semble que Donald Trump l'a perçu jusqu'à présent. Je ne sais pas à quel point ça va loin, mais voyons. Oui. Yeah. Well, certainly nobody in his mediocre entourage. Eh bien, certainement personne dans son entourage médiocre. Because he's Et lui-même l'est, parce qu'il reçoit chaque jour des informations extrêmement filtrées, Nima. Il ne sait jamais rien en profondeur sur ce qui se passe sur le champ de bataille, sans parler de l'échiquier politique. Il n'en a aucune idée. Et bien sûr, les gens qui l'entourent, parce qu'ils sont si médiocres, des flatteurs et des lèche-bottes, ne lui permettent jamais d'avoir une vision réelle de la situation, quel que soit le domaine. La seule chose à laquelle il prête réellement attention, et nous le savons en observant ses réactions, c'est le marché boursier, le marché pétrolier et le marché obligataire. À part cela, rien d'autre. S'il était une personne sage, je dirais qu'il renverrait simplement Pete Hegseth immédiatement, sur le champ. Parce que Pete Hegseth est l'un des plus gros problèmes. Ce type se comporte comme s'il jouait dans un film ou quelque chose du genre. Il n'est pas réel. Ce type n'est pas réel. Fier, horriblement mal informé, plein de préjugés, avec le cerveau d'un enfant de 4 ans une fois de plus, et ainsi de suite. Vous pouvez imaginer, ce type prend des décisions pour toute l'immense machine du Pentagone. Pas étonnant que la plupart de ces généraux soient consternés. Et ils ne peuvent rien y faire. Exactement. Pepe, comment vois-tu la manière dont la Chine et la Russie perçoivent la réalité du détroit d'Ormuz? Penses-tu que la Chine rencontre une quelconque difficulté avec le détroit d'Ormuz? Et la Russie, comment la Russie le voit-elle? Vas-y, quelle est ta compréhension?
your understanding? No, Russia, they're reaping the benefits. because Non, they're la selling Russie, elle en récolte les bénéfices, car elle vend du pétrole à tout va. Pour eux, c'est un arrangement parfait, non? La Chine, en revanche, est extrêmement complexe. Par exemple, je passe beaucoup de temps à lire certains des meilleurs analystes chinois, traduits du mandarin vers l'anglais, et la plupart d'entre eux sont trop prudents. Je généralise un peu, mais parmi les meilleurs, l'université Fudan, l'université Renmin, Tsinghua, etc. Ils continuent de considérer les États-Unis avec une certaine admiration. Ils restent encore, tu sais, fascinés par tout le prestige et le clinquant de la superpuissance. Et une partie de leurs analyses est influencée par ce qu'ils apprennent des grands médias américains. By what they learn from American mainstream media. It's horrible. They're Chinese analysts, you know. C'est horrible. Once again, Ce sont des analystes chinois, vous savez. Encore une fois, je ne parle pas de tous. J'aime bien ceux qui sont vraiment radicaux, mais il n'y en a pas beaucoup. Parce qu'en Chine, comme vous le savez, les directives sur ce qui peut être publié sont très strictes. Il faut s'aligner étroitement sur le ministère de l'Information, le ministère des Affaires étrangères, et ainsi de suite. Donc les écarts sont très très difficiles. En termes de pensée critique indépendante, c'est très compliqué. Quand on trouve un analyste chinois qui sort du moule, c'est une bouffée d'air frais. Mais il n'y en a malheureusement pas beaucoup, n'est-ce pas? It's a breath of fresh air, but there are not many, unfortunately, right? For instance, many of them, they still don't understand the Par exemple, beaucoup d'entre eux ne comprennent toujours pas en détail la guerre par procuration en Ukraine, et ils le devraient. C'est leurs voisins. Et en Iran, bien sûr, leur principale préoccupation est la sécurité énergétique de la Chine, donc la plupart des discussions portent là-dessus. Et bien sûr, on n'obtient pas beaucoup d'informations sur la manière dont la Chine aide réellement l'Iran de façon concrète. C'est très difficile à obtenir. On trouve de petits indices ici et là, n'est-ce pas? Et maintenant, il se trouve dans une position extrêmement complexe, car même si certains aspects du détroit de Hormuz, partiellement fermés, profitent à la Chine en matière de pétro-yuan, de paiement sur les CIP, etc., tous les pétroliers à destination de la Chine ne passent pas par le détroit de Hormuz. all the tankers going to China are passing through the Strait of Hormuz. So China is getting less energy. Donc, la Chine reçoit désormais moins d'énergie via le détroit d'Hormuz qu'auparavant, et elle doit compenser cette baisse. Bien sûr, elle dispose de différentes sources. Pour le gaz, elle peut en obtenir davantage du Turkménistan, du gazoduc Force de Sibérie ou du Myanmar. Pour le pétrole, elle peut en importer plus du Kazakhstan grâce aux oléoducs qui arrivent au Xinjiang. Mais évidemment, elle comptait toujours sur ce flux libre d'énergie en provenance du Golfe Persique, non seulement d'Iran, mais aussi des autres acteurs de la région. Elle se retrouve donc dans une position complexe, tout en cherchant à ne pas s'aliéner frontalement les États-Unis. The US frontally, that's not a Chinese diplomatic. Ce n'est pas vraiment la stratégie chinoise, c'est plutôt une approche diplomatique, à la manière du jeu de Go. Mais en même temps, ils font tout leur possible pour tirer profit de la situation, car ils voient l'Empire affaibli, devenu fou. Et tout cela a été provoqué par une puissance moyenne, pas même une superpuissance. Ce n'est ni la Chine, ni l'Iran, ni la Russie, c'est l'Iran, une puissance moyenne. Ils essayent donc d'en tirer le meilleur parti possible. Mais c'est une position très compliquée. Et cette décision qu'ils ont prise, suggérer à l'Iran, va à Islamabad et essaie d'examiner d'où vient ce cessez-le-feu et où il pourrait mener. C'est une position très risquée, car désormais la Chine est directement impliquée dans le processus. Directement. C'était la Chine qui parlait à l'Iran. Ce n'était pas la Chine qui parlait au Pakistan. C'est une histoire complètement différente. It was not China telling Pakistan. That's a completely different story. Before, it was the Muslim countries, Pakistan. Avant, c'était les pays musulmans, le Pakistan par exemple, qui se tournaient vers la Chine. Souviens-toi de la première fois où Dar, le ministre des Affaires étrangères du Pakistan,
est allé à Pékin pour parler avec Wang Yi et qu'ils avaient élaboré ce plan ou cette déclaration en 5 points sur la paix. Cela n'a mené nulle part. Mais cette fois, pendant les négociations des 2 ou 3 derniers jours, les Chinois, à la dernière minute, ont explicitement suggéré à l'Iran d'aller à Islamabad. Ils ont donc désormais un intérêt direct dans l'affaire. Et ils doivent garantir, bien sûr, tu ne verras jamais cela dans les médias chinois, mais en gros, ils ont dit à l'Iran, écoutez, nous serons vos garants en coulisses, quoi qu'il arrive. Et évidemment, Téhéran a accepté. Donc si les choses commencent à dérailler, Téhéran va décrocher le téléphone pour appeler Pékin et dire « Très bien, où est votre aide maintenant ?» La Chine se trouve donc maintenant dans une position très délicate, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques jours. J'essayais de trouver quelques informations à ce sujet sur Guancha. Je consulte souvent Guancha, ils ont republié mes articles et j'ai rencontré le directeur à Shanghai. Je n'ai trouvé nulle part, même pas un paragraphe ou 2, parlant de cette nouvelle position chinoise. C'est donc compliqué, Nima, et pour vous tous, dans le public, de suivre la Chine en tant qu'étranger. C'est extrêmement complexe. Cela dépend de notre capacité à cultiver et établir des relations de confiance, ce que je fais depuis des années en réalité. Mais ça prend du temps. Il faut les rencontrer en personne. Ce n'est pas juste un échange d'emails. Non, il faut s'y rendre, déjeuner ensemble, parler de manière informelle. Lorsqu'ils commencent à vous faire confiance, c'est à ce moment-là que vous commencez à obtenir des informations privilégiées. Mais c'est un long processus. Parce qu'ils ne sont pas très enclins à exprimer ce qu'ils pensent. Ils ne le sont pas. Non, pas du tout. Mais c'est ainsi que les Chinois gèrent les questions de politique étrangère extrêmement sensibles. Cela s'applique à tout. Et dans certains cas, c'est quelque chose que j'ai entendu, je ne peux pas dire d'où, de sources diplomatiques. On m'a dit, écoutez, parfois les Chinois misent sur les mauvais chevaux et ils ne s'en rendent pas compte. Et quand ils s'en rendent compte, il est trop tard. Cela n'a rien à voir avec l'Iran. Ils savent exactement à qui ils ont affaire, car il existe une relation stratégique. Il y a ce plan de 400 milliards de dollars sur 25 ans. Énergie, infrastructure, c'est différent. Et l'Iran est, je dirais, l'allié clé de la Chine dans la partie occidentale de l'Eurasie. Chinese ally, I would say, in the western part of Eurasia. No question about that. That's different. Aucune question là-dessus. C'est différent. Mais ils refusent d'être directement impliqués, surtout maintenant, dans une guerre qui n'est pas la leur. En fin de compte, c'est aussi une guerre indirecte contre eux. Car si l'Iran tombe, sans aucun doute, ils perdent leur principal allié en Asie de l'Ouest. Ce serait un coup énorme, énorme pour les Chinois, et ils le savent très bien. Ils doivent donc protéger leur allié. L'aspect le plus difficile, c'est qu'il est très difficile de savoir jusqu'où ils iront. Aucun de nous ne le sait, tu vois? Mais je suis sûr que la conversation au plus haut niveau entre Téhéran et Pékin est très très bonne. C'est très très bon. Ça aide. Oui. It's very, very good. This helps. No? Je pense qu'avant de conclure, Pepe, nous devons examiner l'alternative en Asie de l'Ouest. Cette guerre a terni l'image des pays du CCG aux yeux des Russes et des Chinois. C'est un facteur énorme en ce moment. Énorme. Wow. Surtout parce que l'un d'eux est membre des BRICS. Oui. Et l'Égypte, qui est toute proche, est aussi membre des BRICS. Et l'Arabie saoudite est indécise. Nous ne savons pas où se situe l'Arabie saoudite. Est-elle dans les BRICS ou non? Ils ne le savent pas eux-mêmes, car ils se couvrent tellement. Mais nous voyons déjà la fracture, Nima. Et je suis sûr que vous tous, notre public, la voyez déjà. Le Qatar et Oman se sont séparés. Ils ont clairement indiqué qu'ils s'aligneraient sur l'Iran, quoi qu'il arrive ensuite. Le CCG est donc déjà coupé en deux. Bahreïn est en faillite, n'est-ce pas? Tout s'effondre.
Bahreïn n'a pas d'avenir. C'est un acteur inexistant dans le futur du CCG. Le Koweït reste en suspens. Il pourrait même être réintégré à l'Irak dans un avenir proche. Tout est possible. Alors, encore une fois, la grande question est, d'accord, et qu'en est-il de l'Arabie Saoudite et des Émirats? Once again, the big problem is, okay, what about Saudi Arabia and the Emirates? And the Emirates is not the whole thing. No? We're talking, Et les Émirats, c'est pas tout. On parle par exemple de Sharjah, très bien, de Fujairah, très bien. Le problème, c'est Dubaï et Abu Dhabi. Le modèle économique de Dubaï est mort, on le sait déjà, et on ne sait pas s'ils seront capables de se réinventer. Pour faire quoi? Plus personne ne voudra vivre à Dubaï ni y faire des affaires. Oublie ça. Et l'Arabie Saoudite, c'est la clé de toute l'histoire. MBS a devant lui des décisions très sérieuses à prendre. Tout ce qu'il a promis à l'administration Trump, tous les accords liés au corridor IMEC qui s'est effondré, tout ce qui concerne les accords d'Abraham et tout le reste, tout est en train de s'écrouler sous leurs yeux. Alors comment vont-ils? Eh bien, on ne sait pas comment ils vont jouer leur prochain coup. Et il ne leur reste plus beaucoup de cartes. Non, exactement. Le CCG est déjà un chaos, Nima. Il est déjà divisé. It's already a mess, Nima. It's already split. Non, exactement. Muito obrigado, Pep. Obrigado, Pepe. Obrigado a você. I think we scratched. Je pense que nous n'avons fait qu'effleurer la surface, car cela devient de plus en plus complexe. It's too difficult. Je pense qu'il est trop difficile pour le moment de prédire ce qui va se passer. Il y a encore beaucoup d'éléments en jeu des deux côtés. And that's the Et pour l'économie mondiale. Oui, pour l'économie mondiale. exact. Exactement. C'est probablement l'une des rares choses que le babouin de Barbarie, je dirais, sait intrinsèquement. Que si cette guerre continue, l'économie mondiale sera détruite. Et il en sera responsable, tu sais, jusqu'à la fin de l'histoire. Pas étonnant qu'il veuille une porte de sortie. Cela a bien sûr à voir avec les élections de mi-mandat, toute cette merde interne. Mais, bien sûr, c'est aussi une question d'héritage. N'oublie pas, in affaire à un type avec un hitai d'aïvoire d'XT. Inversement, il est bad. And for the moment, he's being ridiculed everywhere. Obrigado, Pepe. Merci Pepe. Merci beaucoup. Merci beaucoup, notre public mondial. Et nous bois, la lutte continue. A luta continua. Continua. Exactement. Continue. Até mais. Pepe. La route vers la souveraineté ne se termine jamais. Bien sûr. Obrigado. Ciao, ciao. Tchau. Ciao.